et qui lui était bien plus l'orchestrateur de ça. L'actualité géniale, c'est que dans le sens où le parallèle génial avec l'histoire, c'est que la Syrie était directement menacée. Syrie qui à l'époque était un mandat français qui s'est fait attaquer après la Première Guerre mondiale. L'actualité de ce qui se passe aujourd'hui en Syrie, en lien avec cette naissance d'un Daesh en tant que peut-être future Arabie Saoudite, en comprenant l'inverse, c'est-à-dire que l'Arabie Saoudite soit le Daesh qui aurait réussi, c'est tout à fait juste, mais actualisation donc assez fabuleuse. Oui, on peut faire le parallèle d'ailleurs lorsque les troupes d'élite des Saouds, qui s'appelaient les Ikhwan, lorsque les Ikhwan ont voulu conquérir l'Irak, ils avaient été stoppés net par les Britanniques. On peut vraiment faire le parallèle entre ces Ikhwan, c'est-à-dire ces fanatiques qui croyaient vraiment, c'est-à-dire qu'ils avaient adopté, ils avaient adopté le wahhabisme, c'était des wahhabites pur jus, qui y croyaient vraiment, alors que les Saouds, eux, utilisaient le wahhabisme et ses troupes en particulier à des fins politiques et géopolitiques. Alors aujourd'hui, Daesh, comme j'ai pu le signaler auparavant, est en train d'accomplir un projet qui est très ancien, le redécoupage du Proche-Orient, la destruction de l'armée syrienne et du gouvernement syrien, l'affaiblissement du Hezbollah et à terme servir les intérêts géostratégiques israéliens dans la région. Là, on arrive sur un point réellement intéressant, c'est-à-dire qu'en ce sens, il y a un certain nombre de voix dissidentes qui s'élèvent, ne serait-ce que chez les observateurs avertis, mais également certains hommes du Sérail qui font sortir certaines informations. À partir du moment où donc les États-Unis ont quitté l'Irak en 2011, disons qu'on a tenté de repeindre Al-Qaïda comme quelque part un allié potentiel contre la Syrie au début de la guerre de Syrie. Puis deuxième point, la réaction des militaires américains qui ont dit en gros nous n'allons pas servir d'Air Force pour le compte d'Al-Qaïda. Et c'est à ce moment-là, voilà ce que disent les observateurs du Sérail, du renseignement militaire américain, c'est que c'est à ce moment-là que le nom quelque part a été changé et qu'on a eu l'émergence d'une nouvelle entité qui s'est appelée l'État islamique. On lui donne plusieurs noms, plusieurs entités. La question en effet c'est à quelle fin? Qu'est-ce qu'il crée autour notamment d'Israël? Qu'est-ce qu'il crée en Irak? Et jusqu'à quel point la situation peut être dangereuse, c'est-à-dire créer toute une zone d'instabilité jusqu'à la Syrie. L'intervention russe sous cet angle-là est intéressante parce que c'est vraiment un holà qui est mis. Oui, alors lorsqu'on observe sur une période de courte durée l'évolution de Daesh, on ne peut pas comprendre sa raison d'exister, ses finalités géopolitiques. Et moi je pense qu'il faut revenir à des considérations de plus longue durée, historiques et géopolitiques, et se pencher sur le plan dont je parle souvent, qui a été d'ailleurs édité chez Sigest, le plan Odeginon, que j'analyse en détail dans mon livre, que je remets en perspective, dans une perspective géopolitique et historique, pour comprendre l'origine, ou en tout cas, si on ne peut pas saisir l'origine de Daesh, sa finalité. Lorsque le plan israélien de redécoupage du Proche-Orient a été établi en 1982, puis repris par les Américains en 2002 et par le New York Times en septembre 2013, et donc lorsqu'on regarde ces cartes, on voit clairement l'Irak est divisé en plusieurs États, un État sunnite, chiite, un État kurde. Une balkanisation de la zone, oui. De l'Irak, de la Syrie en 4 États, etc. Ça, je l'ai déjà dit à plusieurs reprises. Et ce qu'explique Odeginon, c'est qu'il dit donc l'objectif d'Israël sur la longue durée, c'est de faire de l'État d'Israël un État impérial dans la région. Pour ce faire, nous devons faire éclater les États proches d'Israël, en particulier l'Irak et la Syrie. Mais la guerre d'Irak qui a été motivée par le lobby pro-israélien en 2003 n'a pas pu accomplir ce projet immédiatement. Il a fallu déjà en Irak opposer sunnites et chiites, ce qui n'était pas, contrairement à ce qu'on pense, une évidence. Lorsque les Américains ont fait sauter l'État baathiste, ils ont mis en place un pouvoir chiite corrompu, qui n'était pas du tout pro-iranien, mais plutôt pro-américain, et pour attiser la haine et la frustration des sunnites envers les chiites. Et ce qu'on sait depuis peu, c'est que le noyau dur de Daesh est composé d'anciens généraux baathistes irakiens.
qui sont en train de prendre leur revanche. On nous dit prendre leur revanche contre les États-Unis, mais en réalité, ils prennent surtout leur revanche contre les chiites. Mais il faudrait savoir qui donne les ordres à ces généraux, qui les paye, d'où vient l'armement de Daesh, etc., etc. Mais en tout cas, ce qu'on peut dire lorsqu'on fait une analyse profonde de la situation actuelle, c'est que Daesh est en train d'accomplir le plan Oded-Yinon, c'est-à-dire faire sauter l'Irak, c'est déjà fait, mais les derniers verrous sont la Syrie et le Hezbollah. D'ailleurs, pour en venir à la Russie, lorsque la Russie a démarré son intervention au Proche-Orient, en Syrie en particulier, immédiatement, Netanyahou est parti avec son état-major en Russie pour avoir deux garanties de Poutine. La première, c'est qu'il pourrait, lui, Israël, continuer à bombarder à intervalles réguliers la Syrie. Et la deuxième garantie, c'est que les armes russes livrées à l'armée syrienne ne tombent pas entre les mains du Hezbollah. On a plusieurs dynamiques qui s'entrechoquent. Il était vraiment fondamental de rappeler que ces choses-là se comprennent à 50 ans et pas à 5 ans. C'est vraiment la constante des vraies dynamiques géopolitiques. Avec une vision de journaliste, on ne peut absolument pas comprendre et à la limite, on va surréagir sur l'instant. Il faut vraiment être à la fois pragmatique, mais également avoir vraiment le recul du temps long. Sur ce point, en plus, les Israéliens jouent un rôle assez trouble, puisqu'il y a un article qui est intéressant sur le site de l'auteur américain William Engdahl sur le fait que là, Israël a trouvé sur le plateau du Golan, c'est-à-dire qu'un terrain, une zone de terre qui est encore officiellement syrienne, mais retenue par Israël depuis la guerre des 6 jours. Or, il y a du pétrole dessous. Oui. Et clairement, on a des déclarations, elles sont citées dans l'article, génie et génocide, vous verrez. Oui. Sur le fait que Israël a un intérêt direct à l'affaiblissement total de la Syrie, oui. Un intérêt qui peut être récent, qui peut être parallèle au plan Oded-Yinon, donc déjà. Plus que parallèle, parce que Oded-Yinon lui-même parlait de récupérer les zones gazières et pétrolières. Alors il ne parlait pas du Golan à cette époque-là, en 1982, mais il parlait déjà du Sinaï, par exemple. C'est ça, et il y a aussi autre chose, c'est qu'on découvre en général les vraies matières premières stratégiques que bien plus tard, comme s'il s'était agi d'un hasard au moment où on était à un endroit, bien plus tard on s'apercevra, oh là là, il y avait du pétrole. Le cas rwandais est très intéressant là-dedans. Il y avait du pétrole, des métaux précieux, etc. Mais on ne savait pas au moment où on y allait, c'était vraiment par hasard. Il faut quand même avoir, encore une fois, le recul, c'est que les informations qui nous sont données sont en retard par rapport aux informations des initiés, c'est évident. Et l'histoire pétrolière regorge de ce qu'on appelle le déni stratégique, typiquement britannique, mais le déni stratégique, c'est-à-dire si on est à un endroit, c'est évidemment par hasard. C'est ni pour l'or de l'Afrique du Sud ou les diamants, c'est certainement pas pour le coton du Soudan, c'est pas du tout pour le pétrole de Mésopotamie, c'est un total hasard. Donc avoir ce recul concernant les matières premières stratégiques, en marge donc de l'aspect messianique justement concernant le Grand Israël, et surtout bien opposer ça au personnel qui font vraiment du terrain, et notamment les militaires, notamment le renseignement militaire, où on assiste quand même à des alliances assez curieuses qui sont beaucoup moins caricaturales. C'est-à-dire que même le renseignement militaire israélien essaye et quelque part en but avec ses propres dirigeants civils qui font prendre des risques fous. Je pense notamment à Meir Dagan, l'ancien patron du Mossad. Ses déclarations sur Netanyahou sont très claires. Il fait prendre des risques fous à Israël, et des gens comme ça à la tête de l'État, que ce soit en Israël, que ce soit chez Daesh, que ce soit chez n'importe qui, font prendre des risques fous à la région, mais quelque part par extension au monde. Ce qui nous amènerait peut-être là à notre incident proche potentiellement un incident de nature à créer la Troisième Guerre mondiale. Mais quand on a un Sukhoi 24 qui se fait descendre par les Turcs, voir que ce soit, disons que l'hypothèse principale que ce soit un État contre un État, j'estime qu'il y a d'autres hypothèses, c'est-à-dire que des forces paramilitaires ont très bien pu faire ça de façon à compromettre à la fois la Turquie et la Russie. Ça, c'est une opération qui est complètement négligée, enfin c'est une possibilité qui est complètement négligée, qui serait négligée avec un strict point de vue journalistique, mais que nous devons envisager. Parce que réellement, ce que disent les hommes du Sérail, notamment le renseignement militaire américain, c'est que par la Turquie transitaient des armes données par, quelque part, une armée fantôme en marge de l'armée américaine, qui est en fait l'évolution de ce que l'on appelait après Blackwater, c'est-à-dire les contracteurs qui faisaient transiter des armes libyennes vers la Syrie via la Turquie, mais de façon
je veux dire, dans le dos, avec la complicité de certains services turcs, mais globalement dans le dos de l'armée américaine. Il n'est pas du tout possible qu'un incident de ce type ait été créé justement pour compromettre à la fois la Russie et la Turquie. Et en effet, quelque part, ça pourrait être une mèche pour quelque chose de plus grave. Alors l'autre interprétation qu'on peut avoir, qui n'entre pas en contradiction avec la vôtre, c'est que la Turquie fait, comme j'ai pu le dire, le boulot, le travail pour le compte des États-Unis, de Daesh, mais de manière plus cachée, plus occulte, d'Israël, parce que l'intervention russe, comme vous l'avez déjà dit, pose un énorme problème sur le plan géostratégique au Proche-Orient. Si la Russie annihile Daesh, Ça change le scénario, oui. ça modifie le scénario et il faudrait faire une actualisation, réactualiser la géostratégie proche-orientale. C'est-à-dire, si, comme ils le font actuellement, ils desserrent les taux autour de l'armée syrienne, que l'armée syrienne commence à reprendre du terrain, que Daesh est acculé en Irak et finalement éliminé en Irak par la Russie. Le scénario tomberait. Le scénario du Grand Israël tomberait et il faudrait la situation serait paradoxalement plus grave parce que les fauteurs de guerre, les Israéliens et les pro-israéliens aux États-Unis feraient tout leur possible pour déclencher là, pour le coup, une troisième guerre mondiale. Vous pensez que les deux incidents, parce qu'on parle de l'incident du Sukhoi, mais juste avant, un autre avion russe, cette fois civil, s'est fait descendre dans le Sinaï. Oui. Envisagez-vous donc la possibilité que ça soit... Vous savez, il faut bien avoir... l'objet de ces entretiens, c'est de redonner quelque part une culture du renseignement et surtout l'inverse de la réaction hystérique des journalistes. C'est-à-dire qu'un attentat est toujours un message à faire passer. Ça, c'est un point vraiment important. Et le message est compris par ceux à qui il est destiné, et pas forcément par les journalistes du Monde qui vont vous expliquer que c'est affreux, ou que les avions russes, c'est des anciens Tupolev, etc. Ce genre d'explication, vraiment, c'est... Quelle est la vraie signification, en effet, vous pensez possible ce genre de représailles indirectes, ou un message à faire passer justement au moment où les Russes venaient de s'immiscer exactement dans le scénario, et d'une façon réellement qui a surpris l'OTAN? Alors l'avion commercial russe qui a été abattu et l'avion de chasse russe qui a été abattu peuvent être donc ces deux actes qui peuvent être qualifiés d'actes de guerre. Ces deux actes de guerre peuvent être interprétés comme des mesures de rétorsion contre la Russie. Le message donné à la Russie comme le feu qu'on avait allumé en Ukraine à la porte de la Russie, c'est exactement le même message, c'est-à-dire ne vous approchez pas de la Syrie. Tout comme lui-même, Poutine l'avait dit, il me semble, dès 2011-2012, la ligne rouge, c'est la Syrie. Ce qui m'a amené à développer l'idée de Syrie comme pivot géostratégique mondial. C'est là que tout se joue, c'est là que les puissances régionales et les puissances militaires régionales et mondiales s'opposent. Et le dénouement, la finalité de cette opposition en Syrie dessinera la géopolitique future et bouleversera certainement l'avenir. C'est une double lecture à la fois stratégique et en plus qui rejoint des aspects complètement messianiques que connaissent quelque part les anciens chrétiens agnostiques, mais que connaît beaucoup plus l'islam, alors que les chrétiens catholiques les ont en partie oubliés. La Syrie est à la fois stratégique. Vous voyez encore une fois les articles de William Engdahl là-dessus sur l'aspect pétrolier. Le renseignement militaire américain, et notamment quelqu'un dont je traduis les textes, et plus tard nous mettrons cela en ligne, Steve Pechenik disait très clairement il y a 3 ans, de toute façon la Syrie ne sera pas lâchée. Or, si vous voyez sur la carte ce qu'il restait de la Syrie loyaliste, donc loyale à Bachar al-Assad, c'était vraiment une bande côtière, il n'y avait réellement plus grand-chose. Il est très clair que la Russie a laissé vraiment les choses, non pas pourrir, mais voir jusqu'à où elle pouvait aller, et qu'en face, les différents agrégats de terroristes, de Daesh, de Al-Nusra, le terrorisme modéré, etc., bénéficiaient d'effectifs illimités en provenance du sud-est, mais également du nord, par la Turquie. Les uns et les autres transitant par les deux zones, et ayant été formés, ça a été dit très clairement, notamment par Steve Pechenik, formés par des boîtes, par des entreprises privées type contracteurs américains, pour justement avoir des effectifs illimités contre Bachar al-Assad. La Russie a laissé faire ça. Il y a eu déjà des soutiens, ça s'était déjà passé au début des années 80, peu de gens le savent, mais la Russie a laissé faire ça jusqu'à un certain point,
Par contre, la façon dont elle intervient là, et surtout en lien avec l'Iran, mais également, il semblerait, la Chine, et évidemment le Hezbollah, c'est vraiment quelque chose de synchronisé, et c'est vraiment une alliance qui prend forme. En ce sens, quand on parle d'une communauté internationale, dans nos médias à nous, c'est l'Angleterre, les États-Unis, Israël, la France et l'Allemagne en tant que caniche, mais réellement, nous jouons là-bas un jeu qui est l'exact inverse de notre histoire, et surtout, nous devrions bien plus être des hommes de paix et comprendre la différence entre le vrai islam et le wahhabisme. Et c'est pour ça que j'avais été séduit justement par vos analyses qui sont vraiment capitales, et également le livre de M. Vernochet qui était vraiment... C'est le sujet des sujets en ce moment. Le wahhabisme d'aujourd'hui, c'est le bolchevisme d'hier, c'est-à-dire un risque pour la civilisation. Ce que disaient tous les initiés de l'époque, ce qu'aujourd'hui disent également les initiés du moment. Alors peut-être pour conclure, on peut dire que le wahhabisme est l'outil principal, fondamental de cette très large stratégie du choc des civilisations qui consiste à opposer le monde chrétien, ou plutôt le monde post-chrétien, au monde musulman, mais pas seulement le monde musulman, le monde russe orthodoxe et chinois. Et je tiens à dire que cette stratégie est une stratégie religieuse, messianique, qui a été élaborée dès le Moyen-Âge. On retrouve des textes... Ouais, c'est ça, dans votre livre, Occident Islam, c'est justement le... Il y a un texte qu'on trouve au Moyen-Âge, un texte important que j'analyse, qui parle très clairement du terrorisme en disant que les fils d'Ismaël, c'est-à-dire les musulmans, provoqueraient des troubles dans le monde et qu'en réponse à ces troubles-là, les fils d'Édom, c'est-à-dire les Européens, attaqueraient Ismaël, qu'ils chasseraient de Palestine. Nous y sommes. Ce sera certainement le mot de la fin, justement, pour de la nourriture pour l'esprit, comme diraient nos amis britanniques. Je vous remercie beaucoup pour cet entretien. Je vous remercie. Donc, dehors, dedans, tous les partenaires fassent quelque chose, et puis il faut lutter contre cette idéologie, montrer à quel point elle est horrible. Là, vous parlez du salafisme ? Bien sûr. Il ne faut pas avoir peur des mots, il faut aussi être carré, droit dans ses bottes, et c'est notre ambiguïté, c'est l'ambiguïté des sociétés modernes. On est copains avec des gens qui ont des idéologies très proches. Et vous pensez à l'Arabie Saoudite ? Oui, bien sûr, le wahhabisme... Plusieurs fois cité sur ce plateau depuis... Le wahhabisme a diffusé cette idéologie sur la planète depuis le conflit en Afghanistan, pour simplifier, depuis 79. Et voilà. Bon. Alors, est-ce qu'on est copains avec eux parce que c'est un partenaire économique ? La politique américaine, vous savez ce que c'est on adore les fondamentalistes religieux s'ils sont libéraux économiquement. C'est comme ça depuis des années. C'est leur credo. C'est super les Saoudiens, c'est super le Qatar, les Arabes, parce qu'ils commercent, ils sont libéraux économiquement. C'est tout ce qui nous intéresse. Donc, ils aiment les fondamentalistes religieux. On est dans un paradoxe total. Tant qu'on ne sortira pas de ça, elles sont où nos valeurs? Elles sont quoi? On peut serrer la main de quelqu'un qui vole intégralement sa femme sous prétexte qu'il nous vend des armes ou qu'on lui achète je sais pas quoi, du pétrole. Je retiens de ce que vous dites, que la guerre contre le terrorisme du 10e, 11e arrondissement ou de la Seine-Saint-Denis se joue réellement sur les théâtres extérieurs, dans nos relations diplomatiques avec certains pays, dans notre action militaire contre certains groupes terroristes en Syrie ou en Irak. La lutte contre l'idéologie, et donc tous ceux qui la propagent ne sont pas nos amis. Tout à l'heure, vous avez dit, je ne suis pas vraiment surpris parce que si on pose la question quelque part à Raqqa, en Syrie, capitale du groupe État islamique ou ailleurs, qui veut aller mener une action en France, il y aura 200 doigts qui vont se lever. Oui, minimum. C'est terrifiant. Et ça nous laisse penser que ce qu'on a vécu là, ce sera peut-être pas une exception. Ah non, on est rentré on parlait de guerre. Dans une guerre, il n'y a pas qu'une seule bataille. Hein. Simplement, le problème, c'est que c'est eux qui choisissent le timing. Donc il faudrait peut-être renverser la vapeur et voir comment on peut choisir le timing, si vous voulez. Parce que eux, là, qu'est-ce qu'ils vont faire? Ils vont voir nos réactions. Le plus probable, c'est ça. C'est qu'ils vont rien faire pendant 5-6 mois pour voir la réaction de la France, qu'est-ce qui se passe, est-ce qu'on prend des mesures, est-ce qu'on met dans des centres de rétention les moins de personnes, etc. Parce que ils ont toujours, c'est la technique ça depuis Ben Laden, c'est l'idée que on va taper sur la communauté musulmane, les musulmans vont dire, voyez, ils nous en veulent, l'Occident nous en veut, etc. Donc ils vont se radicaliser encore plus facilement, c'est l'effet boule de neige. Et ça a été vraiment écrit comme stratégie par Al-Qaïda dans le temps, il y a bien longtemps. Il faut que les populations musulmanes se soulèvent, et pour ça, il faut qu'on leur tape dessus. Il faut que nous, on leur tape dessus pour qu'après, elles se soulèvent. Et votre sentiment, et là je ne parle plus à l'ancien juge de l'antiterrorisme, mais l'observateur, la France pour l'instant, elle tient bon là-dessus. Elle tient bon, elle a tenu bon après Charlie Hebdo, après l'hypercachère. Elle va tenir bon cette fois-ci? Et tant qu'on est soudés, qu'on se tape pas dessus entre nous,
ben, il faut quand même admettre que la France est un grand pays qui est capable d'assumer des actes de guerre, des actes très durs contre ses populations. Parce que, quoi qu'on en dise, malgré tout, ça fait moins de morts que la criminalité de droit commun à l'échelle voilà. Bon, il faut donc relativiser. Et si on est soudé, si on fait comme les Anglais après ce qui s'est passé dans le métro, etc., on n'est quand même pas un pays si faible qu'on va avoir peur de l'État islamique. Voilà, le seul message c'est ça. Et j'espère que les politiques l'auront bien compris, qu'ils ne vont pas se taper dessus sur ce sujet-là, sur prétexte qu'il y a les élections bientôt. Nous sommes en guerre. Il ne suffit pas de dire guerre civilisation, de la culture, etc. Tout ça n'a aucun intérêt en réalité. Que ce soit subversion, culture, tout ça sont problèmes sémantiques agités par des intellectuels qui n'ont rien d'autre à faire. C'est une guerre. Quand on fait une guerre, on fait la guerre. Nous ne faisons pas la guerre. Nous ne faisons pas la guerre à Daesh. Alors on nous dit, mais avant, etc. Non, 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 la création de Daesh, c'est un phénomène international. Est-ce que nous prenons tous nos moyens, non pas militaires, mais les moyens financiers? Enfin, Daesh ne se promène pas avec de l'argent liquide dans les poches. Ils sont bien dans les banques, l'argent de Daesh. Et on n'est pas capable de savoir où ils ont mis l'argent, alors qu'on est capable de faire des sanctions contre l'Iran pendant des années, contre d'autres pays? Non, alors à qui profite le crime? Le pétrole qui continue à couler de Mossoul, il faut bien qu'il sorte quelque part, il ne va pas chez les pompistes, il passe par la Turquie, et on n'est pas capable d'arrêter les conteneurs de pétrole qui sortent de Mossoul et qui passent par la Turquie? Alors, quand on fait la guerre, on fait la guerre. C'est-à-dire on ne se contente pas de faire des discours, car il y a une interconnexion évidente maintenant entre un groupe armé qui ne représente pas militairement beaucoup de choses. Hier, il y a eu une discussion entre M. Obama et M. Barak, qui est l'ancien Premier ministre israélien. Les Israéliens ont dit 2 jours pour détruire militairement Daesh. Pourquoi ça ne se fait pas? Qu'est-ce qui se passe en Syrie? Quelle est l'attitude de la France en Syrie avec Al-Qaïda? Ce sont des questions qu'il faut poser maintenant. Moi, ce que je souhaite depuis longtemps, c'est qu'il y ait un vrai débat de politique internationale sur cette situation, qui a des conséquences en France. Daesh, c'est un phénomène nouveau qu'il faut éradiquer le plus rapidement possible. Je dis même pas que ce sont des islamistes ou que ce sont des islamistes, mais des voyous. Comment peut-on expliquer qu'on ait donné l'autorisation à quelqu'un qui est fiché comme salafiste de rentrer dans un Céveso 2 sans qu'on puisse examiner avant qu'il ait été salafiste? On donne l'autorisation à quelqu'un de pouvoir rentrer dans une usine qui est pleine de bonbonnes de gaz, qui peut risquer un attentat. La coordination n'est pas faite. Aujourd'hui, mettez-vous derrière le gouvernement et aidez le gouvernement à défendre les Français comme il le fait Il ne le défend pas, je il suis le défend désolé. très bien et avec beaucoup plus de fermeté et d'efficacité que tous ceux que vous avez soutenus. Mais vous savez que Daesh existe depuis 3 ans et que c'est pas la peine de nous bassiner avec Al-Qaïda Sarkozy. depuis combien de temps? Al-Qaïda que vous soutenez en Syrie, Mais vous soutenez en Syrie. Vous vous rendez compte de ce que vous dites? Mais je vous le vous dis rendez compte de ce que vous dites? Vous soutenez Al-Qaïda en Mais Syrie. vous êtes fou. Non, vous êtes fou. Écoutez, d'abord je vous permets pas Non, d'insulter. mais vous ne pouvez pas dire je suis tout à fait. Vous ne pouvez pas dire que la France soutient Al-Qaïda. La France soutient. Expliquez vos propos. Merci de justifier ces propos assez étonnants. Voilà, non, ils ne sont pas étonnants, je vais vous expliquer. Inacceptable, monsieur. La France soutient les rebelles syriens qui sont soi-disant des rebelles démocrates. Des rebelles syriens démocrates en Syrie contre M. Assad. C'était au début de Voilà, l'insurrection. Qui a récupéré les rebelles syriens démocrates? Al-Nosra. Qu'est-ce que c'est qu'Al-Nosra? Vous savez bien. Al-Nosra, c'est pas Al-Qaïda? Pas tous les rebelles, vous le savez Ah, bien. pas tous les rebelles. C'est-à-dire, certains rebelles ont été récupérés par Al-Qaïda avec des armes françaises. Monsieur Gazien, vous ne pouvez pas dire que la France nous soutient Al-Qaïda. continuons à fournir des armes à Al-Nosra. Vous ne pouvez Par pas dire que la l'intermédiaire France des soutient rebelles Al-Qaïda. syriens. Mais je le dis, je l'ai dit à M. Le Drian en commission de la défense, je l'ai dit à M. Fabius, comme tous les autres députés. Il va falloir éclairer tout ça. L'attitude de la France en Que Syrie n'est faudrait-il pas... faire en Syrie alors? Soutenir Assad Mais pas contre soutenir ses... Assad, mais ne pas se mêler de cette affaire. Nous avons pris position pour les sunnites. Nous sommes les alliés inconditionnels de l'Arabie Saoudite et du Qatar avec les sunnites. On sait très bien que l'Arabie Saoudite soutient les sunnites d'Al-Nosra. Ils sont armés contre Assad, parce qu'Assad il est chiite. Tout ça, c'est un problème complexe que peut-être vous ne connaissez pas, mais renseignez-vous. Merci de votre- Mais non, mais merci de votre commentaire, mais mais- vous m'avez fait être fou, alors je peux vous traiter d'incompétent. Je retire si vous voulez bien, mais je vous répète que vous ne pouvez pas dire cela, et vous Mais je devriez, dis dans un nettement- contexte de terrorisme, Je soutenir les dis initiatives du nettement que gouvernement. je veux la pour vérité protéger sur les ce qui se Français. passe en Syrie. Il n'y a pas Il faudra d'unité vérité nationale sur possible dans ces sujets-là, Non, M. Gazien. non. Dans toute cette région et sur tous les combats. Les mots, c'est fini. Les circonvolutions de communication, c'est terminé. Maintenant, Qu'est-ce qui se passe derrière cette folie des gouvernements donc occidentaux? Ils se suicident. Mais qui est derrière Daesh? Qui est derrière tout ça? Mais qui a fait sauter le Bataclan? Qui?
Et qui c'est qui pervertit et qui falsifie Ishmaël? Les premiers instructeurs de l'islamisme au Proche-Orient étaient des agents de la CIA. Qui est derrière Daesh? Les mondialistes. Qui a fait sauter le Bataclan? Les mondialistes. Qui empêche les Parisiens d'aller à la Tour Eiffel? Les mondialistes. Et les mondialistes, ils ont des noms déjà très connus aujourd'hui. L'un d'entre eux s'appelle Markel. Oui. Parce qu'il n'y a pas d'autre explication possible pour expliquer ce qui se passe. Comment cette personne tellement apparemment intelligente, tellement capable, tellement forte, peut-elle introduire la mort en Europe et que personne ne bouge? Ça fait plus de 24 heures que se sont écoulées depuis le Bataclan et vous croyez qu'elle a dit un mot pour s'excuser d'être responsable, en ce sens que c'est elle qui a autorisé, favorisé, encouragé le passage des Syriens par la Grèce? Que je mette la vie de mes citoyens en danger pour sauver des étrangers, alors que Daesh me dit clairement, on va tous vous faire sauter grâce à cette ruée de réfugiés. Ils le disent. Mais le but, c'est de quoi? D'arriver à une mondialisation d'une caste qui domine le monde. Quand Ishmaël, Malbim, Yecheskel, chapitre 38, c'est les mots du Malbim. Quand Ishmaël va se rendre compte qu'il est en vérité manipulé par Édom, et que le but d'Édom est qu'une fois que Ishmaël aura fait le sale travail, Édom va lui dire, va te faire voir maintenant, toi aussi, parce que va arriver un jour où Daesh, Al-Qaïda, etc. se rendent compte que finalement, on se sert d'eux, bien que, je veux dire, ils ont leur part de satanisme aussi, mais en quoi qu'on se sert d'eux. À ce moment-là, qu'est-ce qu'il y a choisi de le Malbim? Malbim écrit il y a presque 200 ans. Ils vont se retourner, ils vont s'entretuer, d'accord? Et qui va sortir vainqueur? L'homme, le vrai Adam. Parce qu'à force de s'entretuer, ils vont nous foutre la paix, et c'est comme ça que le monde va être récupéré. Mais il y a une partie d'Ishmaël qui est complètement transformée, qui est complètement pervertie, falsifiée. Et qui c'est qui pervertit et qui falsifie Ishmaël? Ishmaël n'est en rien pas responsable, il accepte, bien au contraire. Mais qui est derrière, d'une certaine manière, la destruction, la maladie d'Ishmaël, ou dit d'une autre manière, qui a créé l'islamisme? C'est Esav. C'est pas Ishmaël. On sait aujourd'hui, c'est un secret pour personne, que pratiquement tous les groupes terroristes ont été créés par la CIA ou peu importe par qui. Toute la presse mondiale et le monde entier va être maintenant focalisé sur l'islamisme. Et tout ça, c'est bien orchestré, d'accord, pour que personne ne voit ce qui se cache derrière le premier train. Édom se cache derrière Daesh. Et en vérité, les véritables responsables de la tuerie à Paris sont des Occidentaux, dans le sens idéologique du terme, même s'il y a des Arabes parmi eux, ils sont des Occidentaux quand même, sont des Occidentaux, la majorité sont de vrais Occidentaux. Et ça ne fait que commencer, ils sont arrivés maintenant à la dernière phase, d'après leur calcul à eux, la mise à genoux de l'Europe afin de terroriser le monde et de prendre le pouvoir. Et ce qu'on appelle, nous, la guerre de Gog et Magog. Le but, il est de terroriser, de faire peur, de faire que tout est paralysé, qu'on ne peut plus se rendre à la Tour Eiffel, que le musée du Louvre est fermé. C'est ça le but. L'attentat ne s'est pas terminé avec la mort des 125 ou 128. L'attentat a commencé lorsqu'ils ont fermé le Louvre. Il y a cette question, qu'est-ce qui se passe derrière cette folie des gouvernements donc occidentaux? Quoi, ils se suicident? Ou il y aurait quelque chose peut-être de beaucoup plus effroyable derrière ça? Bien sûr, l'indice, le premier indice qu'un juif cherche, c'est la paracha de la semaine qui correspond à ce qui s'est passé. Ça tombe dans quelle paracha? La paracha de Édom, bien évidemment. La paracha de Esav qui fait un pacte avec Ishmaël. Donc Hachem envoie des signes absolument incroyables pour les enquêteurs. Mais qui a fait sauter le Bataclan? Qui? À part Daesh, bien sûr. Nous, on croit, parce que comme tout le monde, on est égocentrique et on ne s'intéresse qu'à notre nombril. Mais c'est quoi la bracha donnée à Abraham? C'est une bracha pour les Juifs? Non, c'est une bracha pour le monde. Abraham n'est pas béni pour lui-même. Abraham est béni pour qu'à travers lui soient bénies toutes les nations. C'est-à-dire que le projet divin, que les nations vont pouvoir être bénies, dans le sens que l'histoire humaine va réussir, Esav dit il faut absolument empêcher le projet de réussir. Qu'est-ce que va faire Esav?
il va aller chercher Ishmaël, il va manipuler Ishmaël dans le but de détruire le monde. Et maintenant Ishmaël, lui, son erreur fondamentale, il y en a Mossad, il y a une CIA dans la CIA, il y a un FBI dans la FBI, comme dans tous les pays du monde. C'est pas la CIA, c'est pas le Mossad. Il y a un Mossad dans le Mossad, il y a une CIA dans la CIA, il y a un FBI dans la FBI. Et qu'ils sont 3 ou 4 ou 5 ou 10 à agir. Personne ne le sait. C'est-à-dire que tu béniras les nations à condition qu'elles acceptent le principe de la famille. C'est-à-dire donc la famille, d'abord au premier mot, premier sens du terme, puis la nation, l'État, les identités différentes, les familles. Hachem transmet une mission à Abraham. Pour que le monde soit construit, il faut que le monde se regroupe en famille. Famille individuelle et famille nationale. Mishpechot ha'adama, les familles de la terre. Regardez, le verset ne dit pas les peuples, les familles. Or, Esav, lui, c'est le grand ennemi de la famille. Esav, lui, il veut détruire toute notion de famille. L'homosexualité. La destruction même de la famille, du mariage. La destruction même des principes même de comment on fait un enfant. On n'a plus besoin d'hommes, on n'a plus besoin de femmes. Demain, on les fera dans des éprouvettes. Esav se bat pour faire disparaître la notion de famille. Ça, tout le monde le sait aujourd'hui. Et c'est sorti de Californie. C'est eux les premiers, c'est eux. La guerre de Gog et Magog ne concerne pas le peuple juif. La guerre de Gog et Magog, c'est la volonté de Gog de s'accaparer l'humanité tout entière. Esav s'est marié avec Mahalat, il a perverti, ça fait des décennies que ça a commencé. Ishmaël est très famille lui aussi. D'accord? Il y a ce qu'on appelle les Hamoulot, de faux juifs, déguisés en juifs, à l'intérieur du peuple juif, pour faire louper le projet. Et vous êtes sûr que tous les dirigeants du Bagatz, l'institution la haute instance d'injustice israélienne, est-ce que vous êtes sûr qu'ils sont vraiment tous juifs? Ah mais non, mais ils ont leurs preuves, etc. Vous savez, c'est très facile, il y a 30 ou 40 ou 50 ans, d'introduire une famille russe comme ça dans le pays, et puis bon, ils vont grimper les échelons. Ça se fait dans tous les pays, pas que chez nous, hein. Pas que chez nous, hein. Mais chez nous, le problème, c'est que tout le monde s'y met. Les Russes mettent les leurs, les Américains mettent les leurs, les Français mettent les leurs. Et puis au bout de 3-4 générations, tu t'appelles Shimon, tu t'appelles Reuven, tu t'appelles Yehuda, tu t'appelles Sarah, mais tu sais même pas qu'en vérité, toi-même, tu sais même pas forcément qu'au départ, tu es une famille infiltrée avec le peuple juif pour faire capoter le projet. Les mondialistes savent que tant qu'il y aura un juif authentique sur Terre, ils ne pourront pas arriver à leur projet. Vous imaginez un monde où il n'y a plus de pays, on en reste juste un, c'est Israël. Qu'on est le pays famille par excellence, puisqu'on est le seul qui a ce problème de... On est un État juif, démocratique, juif, on n'arrive pas à s'en sortir. Pourquoi? Parce que nous, on sent que nous, on est un peuple famille. يقول il dit